L'objet de cette visite, puisque chacune de mes visites de terrain est sur un thème de mon projet présidentiel, et bien ce thème aujourd'hui, et c'est un thème d'actualité, c'est celui de l'énergie, avec la question de la stratégie énergétique de la France, mais aussi avec la question de l'écologie et du pouvoir d'achat, puisque je suis totalement en ligne avec l'objectif d'une France totalement décarbonée en 2050. Et une France totalement décarbonée en 2050, c'est une France qui sera libérée du pétrole, de sa dépendance au pétrole et au gaz. C'est pour ça que je dis souvent que le futur président de la République devra être écologiste. Et ça, c'est un écologiste sincère, mais pas un écologiste idéologue. Et ça m'amène à rendre hommage ici à David et à ce qu'il fait aujourd'hui dans le Cotentin. Parce que il se bat aujourd'hui pour que nous ayons dans le Cotentin une vraie stratégie énergétique, mais une stratégie énergétique diversifiée. Et il est fidèle en cela, il l'a dit, à sa matrice politique, qui est une matrice gaulliste. C'est le général de Gaulle à qui nous devons aujourd'hui notre stratégie nucléaire. Et nous la lui devons parce qu'il voulait l'indépendance de la France. Voilà. Et je vais vous expliquer quelle va être ma stratégie présidentielle, mais vous comprendrez que cette question de la souveraineté de la France, de l'indépendance de la France, qui se traduit aussi simplement sur la facture électrique de nos concitoyens, ou quand ils font leur plein d'essence. Quand on est dépendant de l'extérieur, on ne maîtrise pas les prix. Quand on n'est pas dépendant de l'extérieur, on maîtrise. Et David est de cette école-là, il est de ce voie des gaullistes historiques. Alors je sais qu'en ce moment, dans la présidentielle, il y en a qui se réclament du gaullisme, tout en justifiant les actes abjects qu'a commis Pétain pendant l'occupation. Alors ici, en Normandie, on est sur une terre de débarquement, on est sur une terre qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans sa chair, et les vrais gaullistes, ce ne sont pas des pétainistes, et les vrais gaullistes sont comme David et un certain nombre d'entre vous, ce sont des personnes qui veulent la grandeur de la France. Voilà. Et moi je suis très heureuse du soutien de David, parce que, alors Hervé Morin, toujours très fier de la Normandie, peuvent expliquer que l'intercommunalité du Cotentin était la plus importante de France. Mais parce qu'en Normandie, tout est toujours plus grand. Alors, David me dit avec beaucoup de modestie qu'en fait c'est la 3e de France, mais c'est quand même les plus importantes de France, 129 communes, et c'est pas simple de diriger 129 communes, ça nécessite à la fois de la diplomatie et du leadership, et je crois et je sais qu'il les a. Voilà, donc je suis très très heureuse d'avoir le soutien de David, très heureuse aussi qu'il ait fait venir autant d'élus autour de nous ce matin. Et je vais pouvoir un petit peu vous détailler mon projet énergétique. Mais il y a aussi quelque chose que David a dit et qui moi me touche, c'est que David est un proche de Laurent Wauquiez. Et vous savez qu'avec Laurent, on incarne un petit peu les deux tendances de la droite, des Républicains. Et c'est très important pour moi de rassembler derrière moi dans cette campagne de Hervé Morin à Laurent Wauquiez. D'ailleurs, ça marche même en Normandie. De Hervé Morin à Laurent Wauquiez, et j'ai aussi un certain nombre d'autres proches de Laurent qui m'ont officialisé leur soutien. Le maire du 2e arrondissement du Rhône, qui est l'un de ses très très proches soutiens par exemple, ou d'autres dans le Puy-de-Dôme qui se révéleront dans les jours qui viennent. Voilà. Alors, si je suis venue ici pour visiter Flamanville, au contact des travailleurs du nucléaire, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, des laborantins, au contact de toutes les personnes engagées avec passion et professionnalisme dans l'ensemble de cette filière industrielle d'excellence, c'est d'abord pour leur témoigner de mon estime et de ma solidarité. Pour leur exprimer aussi la fierté de la nation tout entière, et les remerciements des Français pour les services qu'elle leur rend. Alors j'attends avec beaucoup d'intérêt cette visite, et nous sommes tous impatients ici de voir l'EPR de Flamanville entrer en fonctionnement comme ses frères chinois et bientôt finlandais. Je sais que vous avez reçu la visite du président d'EDF il n'y a pas longtemps, et grâce au choix stratégique du général de Gaulle, la France a une certaine indépendance énergétique. Elle est une des très rares nations à maîtriser les technologies complexes.
Et son expérience est recherchée partout dans le monde. Et vous savez que j'ai fondé ma candidature à la présidentielle sur la notion de fierté française retrouvée. Donc il faut que nous assumions ce qui est une fierté française, c'est cette industrie nucléaire. Grâce au choix du général de Gaulle, grâce au génie français, au savoir accumulé depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'électricité produite en France est l'une des moins chères d'Europe. C'est un plus pour la compétitivité de nos entreprises, notamment celles qui consomment beaucoup d'énergie. Alors il faut qu'on arrête de dénigrer les avantages compétitifs de la France. Le nucléaire, c'est notre fierté et c'est notre force. Ce sont nos emplois, c'est notre industrie et c'est notre indépendance. Pour l'avenir, cet avantage est décisif. L'ignorer nous conduirait dans une impasse, parce que si nous distançons nos voisins avec 93% de notre électricité décarbonée, 93% de notre électricité décarbonée, on le doit bien sûr à nos barrages hydrauliques, aux autres énergies renouvelables, mais on le doit surtout à notre parc de 56 réacteurs nucléaires lancés par Georges Pompidou et qui apportent une contribution absolument essentielle à la lutte contre le changement climatique. Et cet avantage deviendra encore plus décisif dans les années qui viennent. Parce que si on veut réduire radicalement l'usage des énergies fossiles, du pétrole et du gaz méthane, il faut passer massivement à de nouveaux usages qui vont s'appuyer sur l'électricité. De la voiture aux pompes à chaleur, en passant par l'hydrogène propre. L'hydrogène propre qui permettra la circulation des trains ou celle du transport fluvial. Et vous le savez peut-être, mais avec Hervé Morin, en tant que présidente de l'Île-de-France, nous avons un très très beau projet qui est celui de 7 corridors hydrogène entre la Normandie et l'Île-de-France, entre le port du Havre et Paris. Et l'idée, c'est évidemment de produire de l'hydrogène propre. Pour produire de l'hydrogène propre, il faut de l'électricité. Pour avoir de l'électricité, il faut du nucléaire. Donc le paradoxe, c'est qu'un certain nombre des énergies du futur dépendent dès maintenant du nucléaire. Et je le rappelle, notre consommation d'électricité va s'accroître de plus de moitié d'ici 2050. Donc plus 50% de consommation d'électricité d'ici 2050, si on veut ne plus utiliser de pétrole, si on veut ne plus utiliser de gaz ou de charbon. Alors sur un sujet aussi stratégique et aussi grave, il est stupéfiant de voir que nos deux derniers présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron, ont mené une politique aussi inconséquente. Depuis le lancement de ce chantier de Flamanville par Jacques Chirac, sa poursuite avec le plein soutien de Nicolas Sarkozy, aucune décision n'a été prise pour soutenir la filière nucléaire. Bien au contraire. Rien n'obligeait au fond Emmanuel Macron à fermer prématurément les 2 réacteurs modernisés de Fessenheim. Mais il a voulu assumer la décision désastreuse de François Hollande, décision que François Hollande lui-même n'avait pas osé mettre en œuvre. Voilà, c'était tout simplement une erreur. C'est une erreur qu'il prévoit de démultiplier en programmant la fermeture de 12 nouveaux réacteurs d'ici 2035, alors que ces réacteurs pourraient très bien, sous le contrôle vigilant de l'autorité de sûreté nucléaire, je rappelle que notre autorité de sûreté nucléaire est la plus vigilante du monde. C'est d'ailleurs tout le problème de notre PR de Flamanville, c'est que ça va être le plus sûr du monde. Voilà. Donc sous le contrôle vigilant, ces 12 réacteurs pourraient être modernisés et demeurer en exploitation. Alors, le président s'est-il montré prévoyant en pensant à leur remplaçant? Eh bien, pas davantage. La main d'Emmanuel Macron tremble et il hésite à lancer la commande des 6 nouveaux EPR qui sont nécessaires. David en a parlé. Il veut bien en vendre à l'étranger, mais pas en construire chez nous. Ça va être difficile, commercialement. Expliquer qu'on en veut ailleurs, mais pas chez nous. Et puis, en termes de responsabilité pour la planète, où ces EPR sont bons ou ils ne sont pas bons pour la planète. Mais s'ils sont bons, on doit pouvoir en construire chez nous. J'ajoute qu'Emmanuel Macron a également arrêté le projet Astrid de réacteur à neutrons rapides, alors que cette technologie présenterait de nouveaux avantages pour faire des EPR, enfin des réacteurs de 4e génération. Alors, comment expliquer un tel aveuglement? D'abord, je pense que le gouvernement a commis une première erreur manifeste d'appréciation sur la consommation future d'électricité. Et une erreur qui éclate de plus en plus au grand jour. Et on voit les prix de l'électricité qui flambent. Un très grand flou sur les objectifs que nous devons poursuivre. Malgré les conférences climat, les COP, les rapports du GIEC qui se succèdent année après année, je crois que l'urgence climatique n'a pas été suffisamment prise au sérieux. Et ça, c'est une erreur historique d'Emmanuel Macron. Il n'a pas su défendre à Bruxelles les intérêts français en laissant exclure le nucléaire du plan de relance et du plan de transition écologique européen. Ça veut dire globalement que quand l'Europe dit
finance à travers le plan de relance la transition écologique et énergétique. L'Europe finance les énergies renouvelables. L'Europe finance les centrales au gaz pour la transition. Et l'Europe refuse de financer le nucléaire. Et ça, c'est ne pas défendre les intérêts de la France, mais c'est aussi ne pas défendre les intérêts de la planète. C'est laisser le nucléaire bashing prendre le pas. Alors il a fallu une menace de hausse spectaculaire des prix de l'électricité à quelques mois des élections présidentielles pour que le ministre de l'économie découvre, après 4 ans et demi au pouvoir, que la fixation des prix de l'électricité est absurde et qu'on a laissé les Français exposés à l'envolée du gaz russe plutôt que de leur faire profiter du prix avantageux de l'électricité d'origine nucléaire. Alors, Emmanuel Macron changera-t-il d'avis ? Décidera-t-il tout d'un coup de lancer la construction de nouveaux réacteurs d'ici avril, comme je l'y appelle? Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le président de la République doit regarder les choses en face. On ne peut pas faire du en même temps moins de nucléaire, moins de CO2 et plus de pouvoir d'achat. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La stratégie du en même temps, c'est l'immobilisme, et l'immobilisme, eh bien, ça conduit à l'abaissement de la France. Voilà. L'abaissement de la France et une perte de pouvoir d'achat très considérable pour les Français. Alors pour ma part, je souhaite une nouvelle politique nucléaire. J'ai beaucoup réfléchi sur ces sujets, beaucoup consulté en responsabilité. Il faut bien sûr poursuivre les investissements en matière de sûreté nucléaire, ainsi qu'une politique de contrôle et de transparence irréprochable. Surtout la transparence qui est indispensable pour convaincre. Il faut que la filière nucléaire retrouve la maîtrise en délai, en qualité et en coût des grands chantiers complexes, parce que les dérapages de l'EPR sont quand même manifestes. Il faut relancer des projets technologiques qui permettront de limiter les déchets nucléaires et les stocker. Mais j'ai confiance dans la science et les compétences de nos ingénieurs. Je veux relever la France en bâtissant sur ses forces, pas en l'affaiblissant. Et je crois que nous devons penser notre politique énergétique avec 2 impératifs essentiels, qui s'inscrivent dans le long terme, le dérèglement climatique et l'indépendance de notre pays. Alors la France a contribué à faire signer les accords de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c'est très bien. Mais la fierté française, c'est d'agir en conséquence, de montrer l'exemple, et en tant que grand pays développé, d'apporter une contribution significative à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est une exigence morale. Vous le savez, nous ne respectons pas notre trajectoire qui doit nous mener à la neutralité carbone en 2050. Le Conseil d'État, c'est quand même assez rare, a condamné l'État pour l'insuffisance de son action en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'urgence climatique nous oblige. La jeunesse nous supplie d'agir pour le climat. Et elle n'en peut plus des rapports de milliers de pages, des palabres infinies d'inaction politique. Ça tombe bien, moi non plus, j'en peux plus. Moi aussi, j'en peux plus. Mon ambition est de mettre la France sur une trajectoire de neutralité carbone effective, socialement acceptable et surtout économiquement riche en emplois. Donc il faut que nous remettions la France sur le bon chemin pour 2027. Pour ça, comme je l'ai dit, je reviendrai sur le programme de fermeture anticipée des 12 réacteurs. Je lancerai un nouveau programme nucléaire. Dans la lignée des grandes décisions prises sous la Ve République par les présidents de la droite et du centre, j'accorderai à EDF le lancement d'une série industrielle de 6 nouveaux EPR sur des sites nucléaires existants et à financer par EDF et par ses partenaires financiers. Ça donnera une visibilité à toute la filière industrielle qui peut porter l'incarnation d'une société affranchie du carbone et attirer ainsi les jeunes talents. J'appuierai le développement des réacteurs modulaires de petite puissance, promis à un grand avenir exportateur. Et je relancerai le projet de réacteur de 4e génération Astrid, arrêté brutalement, alors que la France dispose d'une avance technique et d'une expérience industrielle. C'est très important de donner de la visibilité à la filière nucléaire parce que sinon nos jeunes ne s'y engageront pas. Et on va perdre des savoir-faire et on va perdre des talents. Je proposerai enfin une décision au Parlement sur le centre d'enfouissement des déchets, décision qui est attendue depuis tant d'années, après tant de débats publics, il est temps de les conclure. Alors bien sûr, il ne saurait y avoir de politique énergétique sans équilibre. Et je ne défendrai pas ici une vision du tout nucléaire. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est que le pétrole, le gaz et le charbon représentent toujours les 3/4 de notre consommation totale d'énergie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la France n'est pas sur une trajectoire d'indépendance énergétique. Les choix d'Emmanuel Macron nous conduisent aujourd'hui à suivre l'Allemagne
nous conduirait à suivre l'Allemagne et à se jeter dans les bras des fournisseurs de gaz méthane fossiles. Les importations énergétiques nous coûtaient, avant la crise Covid, 44 milliards d'euros par an. Et leur coût va atteindre un niveau record dans les prochains mois. Donc je fixerai comme objectif de réduire cette facture et de réinvestir l'argent dans l'économie nationale. Pour réduire ces importations d'hydrocarbures, l'électrification des usages est la mesure la plus efficace, parce qu'elle permet de réduire d'1 quart la consommation globale d'énergie. Arrêter les fossiles, c'est aussi mener une politique bien plus complète qu'aujourd'hui, qui ne s'arrête pas à l'électricité. C'est passer aux biocarburants de deuxième génération pour avoir des avions propres du futur. C'est développer du biométhane issu des déchets et des sous-produits agricoles pour les industries. C'est les chaufferies biomasse décentralisées en zone rurale et du chauffage urbain issu de la géothermie en zone dense. C'est plus de CO2 stocké dans le bois et les matériaux biosourcés pour la construction. Alors le soutien à toutes ces filières a été abandonné par l'État et les collectivités ont besoin d'un vrai plan de soutien décentralisé pour valoriser toutes les promesses locales de ces nouvelles énergies. Je souhaite également lancer un grand plan d'utilisation de l'hydrogène propre qui doit faire partie des priorités de nos investissements d'avenir. Enfin, pour la protection d'électricité, le nucléaire ne suffira pas non plus. Il faudra continuer de développer, selon les configurations locales, le petit hydraulique, le photovoltaïque, le solaire et l'éolien. Il faudra aussi investir pour améliorer toutes les capacités de stockage, qu'il s'agisse des batteries ou des barrages. Encore faut-il que ces énergies renouvelables respectent trois conditions. D'abord, s'assurer de la protection de nos paysages. Je pense bien entendu à l'éolien et au mitage inacceptable de certains territoires. Je pense aussi aux pêcheurs que j'ai rencontrés ce matin à Cherbourg et aux zones de pêche qui sont déjà très durement impactées par les conséquences du Brexit. Alors oui, il faudra s'assurer de l'adhésion des populations riveraines dans le cadre de concertations beaucoup plus approfondies qu'aujourd'hui. Il faudra faire en sorte que ces énergies renouvelables ne soient pas inflationnistes. Aujourd'hui, alors que leurs rendements se sont fortement améliorés, il y a encore trop peu de transparence et la rémunération des opérateurs doit être mieux contrôlée. Alors, nous touchons là au dernier objectif. La politique énergétique que je propose doit viser une relative stabilité des prix de l'énergie. Et c'est tout le contraire que nous avons connu. Le gouvernement a subi les prix internationaux, a voulu augmenter les taxes, sans que leurs produits soient clairement affectés aux aides pour accompagner les transitions écologiques nécessaires. Et puis il a été bloqué, il a été tétanisé et bloqué par les gilets jaunes. Et je sais que la Normandie a su faire entendre sa voix puissamment sur cette question des taxes sur les carburants. Et pourtant, ça n'a pas empêché hier l'annonce d'une hausse des prix de l'électricité en février de 12%. Alors, le gouvernement laisse faire l'augmentation du prix du gaz de 12% aujourd'hui même, mais il ne pouvait assister sans réagir aux prochaines hausses du gaz annoncées cet hiver et à cette hausse de 12% de l'électricité en février. Il sort donc les grands moyens. Vous avez entendu le Premier ministre hier. Blocage des prix du gaz à partir de la prochaine hausse et limitation à 4% de hausse seulement, entre guillemets, pour l'électricité. Mais à y regarder de plus près, ce n'est qu'une mesure totalement électoraliste pour aller jusqu'au présidentiel d'avril. Le Premier ministre nous l'a dit, on ne peut plus clairement hier soir. Si les prix du gaz baissent en avril, le gouvernement récupérera son avance de trésorerie et la facture des Français ne baissera pas avant longtemps. Mais si le prix du gaz ne baisse pas, il faudra financer par l'impôt et la facture des Français s'alourdira. Donc on peut résumer en un mot et en une phrase, avec Emmanuel Macron, c'est après les élections, l'addition. Voilà. Alors cette approche, pour moi, elle reste purement électoraliste. Moi, dans tous les domaines, je veux des réformes structurelles et je veux remettre le système à l'endroit pour qu'il fonctionne, quelles que soient les circonstances. Donc il faudra avoir le courage de dire et de faire ce que n'ont pas fait les derniers gouvernements. D'abord, simplifier la taxation de l'électricité, en supprimant l'absurdité d'avoir une TVA qui s'applique sur les autres taxes de la facture électrique. On a 3 taxes sur la facture électrique, pour le service public de l'électricité, pour le régime des électriciens et pour les collectivités locales, 3 taxes sur la facture électrique, et dessus on a de la TVA. La taxe qui sont carrées, la taxe sur la taxe.
Alors non, c'est pas possible. On ne va pas baisser les taxes quand ça nous arrange. Je pense qu'il faut supprimer une taxe quand elle n'est pas fondée. Ensuite, il faut réformer le tarif régulé, parce qu'aujourd'hui, depuis Ségolène Royal, nous avons accepté que le tarif de l'électricité soit fixé non pas seulement sur le nucléaire, mais aussi, pour une partie, 20-25%, sur le prix du marché. Le prix du marché, il est fixé par les centrales à charbon allemandes ou par le gaz russe, que nous ne consommons pas. Donc il faut absolument réformer ce tarif régulé pour que nos consommateurs profitent pleinement de la compétitivité de l'énergie nucléaire. Et enfin, il faut remettre à plat les frais commerciaux des opérateurs qui enflent avec les certificats d'économie d'énergie. Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici impatients de voir les derniers travaux de l'EPR de Flamanville et de voir surtout cette EPR enfin démarrer. J'ai compris votre mobilisation et votre ténacité pour finaliser ce grand chantier industriel. Finalement, ce que nous proposent les Manchois, ils nous invitent à nous dépasser, ils nous invitent à innover, ils nous invitent à être à la pointe, ils nous invitent à être les meilleurs. Et je crois que c'est un espoir pour tous les jeunes qui veulent relever le défi de l'invention de la nouvelle société décarbonée. Donc la France compte sur ce territoire de la Manche, et moi je compte évidemment sur vous. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser.